Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle masterclass d'Arte Campus en direct du Collège de France et en compagnie du papyrologue Jean-Luc Fournet. Bonjour. Bonjour. Jean-Luc Fournet, vous êtes titulaire de la chaire culture écrite de l'Antiquité tardive et de la papyrologie byzantine, ici au Collège de France. Vous avez préparé une introduction d'une vingtaine de minutes à la papyrologie. On se retrouvera ensuite pour un échange et nous prendrons vos questions sur le chat. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation à poser vos questions. Et je vous invite à rejoindre votre place pour cette présentation. Et en attendant, nous allons regarder un film de présentation d'Arte Campus. Voilà, de quelques minutes. Bonjour, je suis étudiante en master en économie comportementale et numérique pour une gestion efficace à un haut niveau de compétences dans l'intersection entre l'économie appliquée, la gestion, le management et les technologies digitales. Bref, je suis étudiante en économie. J'ai un exposé à faire sur le marché du travail. Il est à faire pour... demain. J'ai tout épuisé, bibliothèque, livres, magazines, revues spécialisées, PhD, manuels. J'ai rien fait. J'ai envie cette fois d'un exposé qui captive, où aucun étudiant s'endort et où le prof n'a pas l'impression d'entendre la même chose pour la 385e fois. Un ami m'a parlé d'une nouvelle ressource qu'il utilise, c'est Arte Campus. Sur Arte Campus, tu as accès à des milliers de sujets, littérature, biologie, maths, histoire. Il y en a pour tous les goûts. C'est tellement riche que le temps de tout regarder, t'auras fini tes études. Je fais défiler le catalogue, je marque mes préfs, Apple, la tyrannie du cool, Gagner sa vie, 6 épisodes de 12 minutes. Des zooms, 10 épisodes de 4 minutes. Le dessous des cartes sur l'intelligence artificielle. Tom Cruise... Non, lui, je me le garde pour plus tard. Le temps, c'est de l'argent. Merci Arte Campus. J'ai même trouvé la série que le prof recommande pour préparer les partiels. Il y a un autre doc parfait pour moi, c'est la série Travail, Salaire, Profit en 6 épisodes. Elle dure 6 fois 52 minutes. J'ai la flemme de tout regarder. Mais c'est un incontournable. Heureusement, l'outil transcription est dingue. Je cherche le mot définition et on montre les 3 fois où définition est prononcée. Alors, la plus belle définition qui était donnée, à mon sens, du travail, alors cette définition montre cette double fonction du travail humain, qu'on va avoir une définition tâtonnante de la justice sociale. Tiens, ce passage, je le garde en extrait sur mon compte. En plus, je peux accéder aux extraits créés par d'autres personnes. En anglais, en allemand, Widerstandsfähigkeit des Trägers zu testen. En français. Le capitalisme, par essence, ça va être l'appropriation privée des moyens de production. Celui-là, il est bien, je le mets dans mon Moodle. Vous savez ce que c'est qu'une carte mentale ? Chaque année, les profs nous conseillent d'en faire, jusque-là, j'avais pas tout compris. Mais maintenant, je peux la gérer sur Arte Campus et montrer un exposé avec un support mieux qu'un PowerPoint. J'ai plus qu'à envoyer, c'est efficace et c'est prêt pour... demain. Voilà, j'ai utilisé Arte Campus. Alors, vous l'avez entendu, je suis papyrologue. C'est un terme que vous n'avez probablement jamais entendu. Il est vrai que c'est une discipline qui est rare, ou relativement rare et jeune par rapport à d'autres sciences de l'Antiquité, comme l'archéologie ou comme l'épigraphie. Jusqu'au XIXe siècle, l'Antiquité grecque et romaine ne pouvait être étudiée qu'à travers les monuments, ce qui a donné lieu à l'archéologie, ou à une certaine catégorie d'écrits, les inscriptions, le domaine de l'épigraphie, et les manuscrits qui transmettent la littérature de l'Antiquité, mais qui se limitaient alors aux manuscrits recopiés au Moyen-Âge, et donc bien postérieurs aux originaux qui étaient perdus. L'accès direct aux documents produits par les anciens dans leur vie de tous les jours et aux livres qu'ils lisaient n'était alors pas possible, car ceux-ci avaient disparu de tout le pourtour du monde méditerranéen, sauf d'un pays, l'Égypte. Mais pays qui intéressait à l'époque les historiens plus pour sa civilisation pharaonique, avec ses textes en hiéroglyphes, que pour ses 1000 ans d'histoire gréco-romaine, entre la conquête d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ et la conquête arabe en 642 après Jésus-Christ. Alors la recherche d'antiquité pharaonique qui s'est intensifiée après
l'expédition d'Égypte de Bonaparte, qui a poussé chaque pays à commanditer des fouilles sauvages pour enrichir ses musées, a eu pour heureuse conséquence de mettre au jour de curieux documents. Alors, évidemment, des papyrus écrits dans les écritures égyptiennes, comme celui que vous voyez à l'écran, mais aussi en grec et en latin. Ces derniers donnaient aux chercheurs la possibilité de reconstituer la civilisation gréco-romaine, dont les grandes capitales, Rome, Athènes, Constantinople, n'avaient pas eu la chance de bénéficier de la conservation d'une telle documentation du fait d'un climat beaucoup plus humide, évidemment, que le climat égyptien. Et donc, la papyrologie était en train de naître. Alors, le terme de papyrologie, qui apparaît pour la première fois au XIXe siècle, désigne a priori la science des papyrus. En fait, c'est à la fois une définition à la fois vague et réductrice. Réductrice parce qu'elle donne l'impression que nous nous occupons des textes écrits seulement sur papyrus. Or, ce n'est pas le cas. Nous étudions en général tous les textes écrits à l'encre sur les supports transportables qu'utilisaient les anciens pour écrire. Alors, ils utilisaient évidemment comme support numéro 1 le papyrus, c'est-à-dire ce support fabriqué à partir de cette plante spécifique est le Cyperus papyrus, qui poussait avant tout à cette époque dans le delta du Nil. C'est au début du 3e millénaire avant Jésus-Christ que les Égyptiens eurent l'idée de transformer cette plante en un matériau équivalent à notre papier. D'ailleurs, notre mot papier vient de papyrus. Les Grecs l'ont emprunté aux Égyptiens et les Romains, à leur tour, ont adopté ce support d'écriture dont l'usage s'est répandu évidemment dans tout l'ensemble du bassin méditerranéen. Il survivra même à l'Empire romain, malgré la place de plus en plus grande occupée par le parchemin, puis ensuite évidemment par le papier venu de Chine et introduit en Europe par les Arabes à partir du 8e siècle. Et donc on suit en fait la trace du papyrus jusqu'en France, jusqu'au 8e siècle, où il est encore utilisé par les Mérovingiens. Vous avez ici un des plus beaux textes des archives nationales, ou en tout cas un des plus anciens documents de la royauté française qui se trouve aux archives nationales, un papyrus de Clovis II. Vous avez même ici la signature du roi Clovis, enfin Clovis II. Le papyrus est encore utilisé par les papes jusqu'aux alentours du XIe siècle, tandis qu'en Orient, à Constantinople, eh bien, son usage est attesté encore vers 1100, époque où le papyrus cessa d'être fabriqué en Égypte, ce qui, conjugué évidemment, comme je l'ai dit, au progrès décisif du parchemin et du papier, hâta sa disparition. Et vous pouvez voir à l'écran ce que je pense être le dernier papyrus connu, qui est un papyrus du XIe, XIIe siècle. Alors le papyrus, comment était-il fabriqué? Eh bien, il était fabriqué à partir de la tige de la plante, en éminçant la moelle en fines lamelles dont on forme des feuilles, ensuite assemblées par collage pour donner un rouleau qui pouvait faire plusieurs mètres. Vous en avez un exemple ici. Au début de l'époque romaine, apparut une autre forme de support, le codex, qui a donné d'ailleurs notre mot code en français, qui est une invention venue de Rome et qui constitua une véritable révolution. On eut l'idée d'assembler des feuilles découpées dans un rouleau en les pliant de façon à former un cahier, et un codex pouvait être constitué d'un ou plusieurs cahiers reliés ensemble comme un livre moderne. Il était donc beaucoup plus solide, beaucoup plus économique et surtout beaucoup plus maniable, comme le montre bien ce dessin humoristique, puisqu'on n'avait pas besoin de dérouler un rouleau de plusieurs mètres pour pouvoir atteindre tel ou tel passage. Mais on ne disposait pas toujours de papyrus. Le papyrus était un matériau qu'il fallait acheter, même s'il n'était pas très cher, il fallait quand même l'acheter. Et selon
les conditions dans lesquelles on pouvait se trouver, eh bien, on était obligé d'utiliser d'autres types de matériaux, notamment un matériau qui était gratuit, ce qu'on appelle des ostracas. Alors, un ostracone, des ostracas, ce sont des tessons de poterie qui résultent d'une amphore qu'on casse. Et on écrivait donc sur ces tessons de poterie des documents moins importants que ceux qu'on pouvait être amené à écrire sur des papyrus. Alors, les ostracas représentent à peu près un tiers des textes écrits, trouvés en Égypte, tandis que le papyrus, vous voyez, représente presque 70%. Et vous voyez sur ce graphique qu'il reste 4%. Les anciens utilisaient d'autres supports, notamment bien les tablettes de bois, surtout à l'école, ou pour les étiquettes de momies. On pouvait utiliser aussi, comme on le fera plus tard en Europe, le parchemin, le cuir, qui est différent du parchemin, et d'autres supports plus rares ou plus inattendus, comme par exemple des omoplates de chameau. Alors, je vous ai dit que la papyrologie était la discipline qui étudie les textes sur des supports transportables. En cela, vous voyez qu'elle se différencie de l'épigraphie, qui étudie des textes gravés sur des supports qui, en règle générale, sont inamovibles, ou en tout cas difficilement transportables, et qui, du fait de cette caractéristique, ont une fonction différente dans la société, fonction différente des papyrus, et qui éclaire sous un autre jour la civilisation où les deux types de supports pouvaient coexister. Les inscriptions sont souvent des textes officiels, des textes publics, des décrets, ou destinés à être exposés à un certain public, comme des inscriptions funéraires placées sur les tombes, qu'on appelle les épitaphes. Ils ne parlent donc souvent pas de la même chose que les papyrus et présentent les activités humaines sous un jour différent, quelque peu, je dirais, idéalisé ou normé, contrairement au papyrus qui nous fait rentrer un petit peu dans le quotidien des individus et qui nous donne à voir, je dirais, l'envers du décor. On a dit d'ailleurs, et je trouve que c'est assez juste, que les inscriptions présentaient l'homme tel qu'il voulait se montrer et les papyrus, l'homme tel qu'il était en réalité. Alors, je vous ai dit en introduction que la définition de la papyrologie comme science du papyrus était non seulement réductrice, on vient de le voir, mais aussi vague. En effet, le papyrologue n'étudie pas tous les textes écrits sur papyrus. Le papyrus, je vous l'ai dit, est vite devenu le support principal de l'écrit dans le monde méditerranéen et a été utilisé sur 5 millénaires. Du 4e ou du 3e millénaire avant, date de son invention, jusqu'au vers 1100 après. Et cela par différentes civilisations. Pour me limiter juste à l'Égypte, bien la documentation papyrologique, on y a retrouvé, selon les milieux, écrite, ou les époques, écrite en hiéroglyphes, évidemment, en hiératique, cette écriture qui dérive des hiéroglyphes, en démotique, une variante encore plus cursive des hiéroglyphes, du copte, qui est de l'égyptien qui adopte des lettres grecques, du grec, je l'ai dit, du latin, de l'araméen, alors du pelvi. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de pelvi, en fait c'est l'écriture qui était utilisée par les Perses, et je vous rappelle que l'Égypte a été envahie pendant une dizaine d'années, au 7e siècle, par les Sassanides, par les Perses. Et puis enfin, on trouve aussi des documents en arabe. Alors, justement, vous voyez que ça couvre pas mal d'écritures, et il est de convention d'utiliser le terme de papyrologie uniquement pour les textes qui sont écrits en grec et, même s'ils sont assez minoritaires, en latin. Ce qui couvre une période qui va, je l'ai déjà dit, de la conquête d'Alexandre, 332 avant Jésus-Christ, jusqu'à la conquête arabe, ou arabo-musulmane, en 642, et même finalement après, puisque pendant encore un siècle, on a continué à utiliser le grec. Mais le papyrologue moderne, même s'il se limite au papyrus grec et latin, essaie malgré tout de ne pas se cantonner à ces deux sources et regarde aussi les textes qui sont écrits dans les autres langues qui ont pu être utilisées dans la société qu'il étudie.
et sans lesquels, finalement, on ne peut avoir qu'une vision tout à fait partielle et biaisée. Alors justement, parlons du travail du papyrologue. Sa tâche principale, vous l'aurez compris, est de lire, de traduire et d'interpréter les papyrus. Mais ces fameux papyrus, où les trouve-t-il? Eh bien, en fait, il y a deux façons de s'y prendre. La première est d'aller chercher les papyrus sur place, c'est-à-dire d'aller les exhumer dans des fouilles archéologiques. C'est le cas de figure idéal, car les papyrus sont trouvés dans leur environnement d'origine, ce qui permet de les remettre dans le contexte, leur contexte de production, leur contexte de lecture, leur contexte d'utilisation. Et le contexte est quelque chose de très important pour interpréter un papyrus. Mais justement, il me faut peut-être vous parler de ces lieux où on les retrouve. Alors, dans quelques cas, les papyrus sont découverts à l'emplacement d'origine de leur utilisation. Mais évidemment, pour cela, il faut que cet endroit ait été brutalement abandonné ou détruit soudainement. Eh bien, c'est le cas justement des archives publiques de Tmouis ou de Boubastos. Alors, c'est dans le delta de l'Égypte. On a retrouvé des archives sur papyrus carbonisées à la suite d'un incendie. Et certains indices, comme le nombre de foyers allumés au milieu de chaque pièce du bâtiment, donnent à penser qu'en fait, ce sont les contribuables en colère qui auraient mis feu aux archives. Voilà. Toujours est-il qu'il s'agissait donc d'un lieu où étaient stockées des archives et qui fonctionnait encore au moment de sa fin d'activité. Alors, dans d'autres cas, on a affaire à des documents qui qui avaient encore une utilité et que l'on a été obligé, à un certain moment, pour une raison ou pour une autre, de cacher. Donc, ce sont des archives qui, peut-être au moment où on les cache, n'ont pas tout à fait d'utilité, mais qu'on souhaite pouvoir retrouver ensuite. Et c'est le cas de ces papyrus découverts sous un seuil de porte dans les années 20, qui montrent qu'une personne les a cachés pour pouvoir ensuite les récupérer plus tard. Bon. Alors, la plupart du temps, on a affaire à des papyrus qui ont été remisés dans des espaces secondaires de l'habitation. Alors souvent, ce sont des caves ou des celliers, ou derrière un escalier, quelquefois même aussi dans une tombe. Ce sont des ensembles qui sont de documents qui sont devenus à un certain moment inutiles, mais malgré tout qu'on souhaite conserver. Alors pour ce faire, on utilise des récipients, comme cette jarre qui est assez grande, et qui contenait les archives d'un certain Papas à la fin du 7e siècle. Archive qui, lorsqu'elle a été découverte, a été transportée ensuite au Caire, et malheureusement, dans le transport, eh bien, les papyrus qui étaient au fond de la jarre se sont brisés, et voici ce que l'on a trouvé au fond de la jarre. Vous voyez, là, je suis en train de tenir un bocal rempli de ces miettes de papyrus, évidemment, dont on ne peut pas faire grand-chose. Alors, les archives qui n'étaient plus en fonction pouvaient être aussi tout simplement jetées dans un dépotoir, où elles se mêlent à des textes, d'autres textes, des objets de la vie de tous les jours, etc. Alors, dans les fouilles des dépotoirs des fortins romains qui jalonnent une route qui part à travers le désert, qui part du Nil et qui va jusqu'à la mer Rouge, et où j'ai eu la chance de pouvoir fouiller, eh bien, on a pu ainsi découvrir des milliers d'ostracas, vous voyez, et on a pu même individualiser dans les dépotoirs des espèces de mini-archives d'ostracas qui correspondent tout simplement au contenu d'un panier de quelqu'un un soldat qui a nettoyé sa turne, il a enlevé, il a jeté toutes les lettres qu'il avait reçues, il les a mises dans un panier, hop, il est allé les jeter dans le dépotoir, et voilà ce que l'on retrouve à la fin. Enfin, les papyrus qui ne servaient à rien pouvaient être recyclés. Par exemple, pour des cartonnages de momies, des masques, des pectoraux, des enveloppes de jambes ou de pieds qui étaient faits de papyrus que l'on collait ensemble, exactement comme du carton aujourd'hui, et que l'on couvrait de stuc et que l'on peignait ensuite. On pouvait aussi réutiliser des papyrus pour farcir les momies de crocodiles. Et on a retrouvé comme ça un certain nombre de momies qui contenaient
des centaines et des centaines de papyrus tout à fait intéressants et qui contenaient des archives, notamment des archives de fonctionnaires, des archives administratives qui avaient été jetées. Évidemment, la bureaucratie était quelque chose qui existait déjà à l'époque et qui obligeait les bureaux à faire le vide régulièrement. Alors, le recyclage pouvait être plus prosaïque. Par exemple, ce livre de glose à Homère, que vous avez sous les yeux, a été trouvé dans un dépotoir, couvert de taches. Hein, vous les voyez, ces taches un petit peu noirâtres ou un petit peu marron. Eh bien, les analyses chimiques ont permis d'identifier qu'il s'agissait de matière fécale. Et donc, en fait, vous avez affaire à un rouleau de papyrus qui a fini comme papier hygiénique. Alors, dans la majorité des cas, le papyrologue n'est pas un archéologue et travaille soit dans des musées, soit dans des collections de papyrus. Hein. Je vous ai dit qu'à partir du 19e siècle, on s'est mis à rechercher avidement les papyrus. Les Européens et les Américains, qui sont vite devenus conscients de l'intérêt des papyrus pour l'histoire de l'Antiquité, eh bien, se sont constitués des collections en menant parfois des fouilles un peu expéditives. Hein. Vous avez quelques images ici de vieilles fouilles où on ne s'intéressait pas trop à ce qu'on appelle la stratigraphie, c'est-à-dire à examiner les couches, etc. Mais on avançait comme ça avec des centaines ou des milliers d'ouvriers pour essayer de trouver le plus de choses possible. Ou bien ces musées ou ces collections commanditaient aussi des fouilles auprès de marchands d'antiquités qui eux-mêmes rachetaient des papyrus trouvés dans des fouilles clandestines, pour ne pas dire dans des pillages de sites qui étaient opérés par des locaux. C'est ainsi que des centaines de milliers de papyrus ont été achetés par des musées, par des bibliothèques, par des collections universitaires. Beaucoup de ces textes sont encore inédits et attendent leur déchiffreur, hein, un bon entendeur salue, mais une difficulté attend alors le papyrologue grade bibliothèque, on va dire, difficulté que ne connaît pas le papyrologue archéologue. Eh bien, les textes qu'il trouve dans telle ou telle collection sont souvent des éléments d'un puzzle qu'il faut reconstituer, soit à l'intérieur de la collection, soit à l'intérieur de plusieurs collections. Et donc, le papyrologue doit alors jouer au policier et traquer les morceaux manquants en essayant de les identifier dans d'autres collections. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce fragment de livre d'Aristophane, dont un élément se trouve ici à Paris, à l'Institut de France, et dont d'autres fragments se trouvent à Oxford. Alors, une fois que le papyrologue est devant son papyrus, eh bien, il faut le lire. Et il se heurte là à toute une série de problèmes. Alors d'abord, l'état lacunaire du papyrus. Hein, il est rare qu'on ait affaire à des papyrus sans trou. Ou alors l'effacement de l'encre. Hein, vous avez un exemple à l'écran. Et alors, pour cela, il faut avoir recours à l'imagerie multispectrale ou infrarouge. C'est par exemple ce qui est arrivé avec ce document. Vous voyez, c'est un document de la Bibliothèque nationale de France, hein, sur cuir. Vous voyez l'état actuel de visu quand vous regardez ce papyrus, ce cuir, voilà à quoi il ressemble. Et grâce à l'infrarouge, on arrive littéralement à révéler le texte qui se trouve écrit dessus. Alors, autre problème, bien, dans l'Antiquité, on ne séparait pas les mots. Donc, les mots étaient tous collés les uns aux autres, et ça peut aboutir quelquefois, lorsqu'on lit les papyrus, à des contresens. On a aussi affaire à des écritures qui évoluent très très vite et qui sont même parfois incompréhensibles. Alors voilà un exemple d'évolution. Vous voyez une écriture du IVe siècle avant, et puis je vous ai mis en bas une écriture du 8e siècle après. Vous voyez qu'il n'y a absolument aucune ressemblance entre ces écritures. Donc le papyrologue doit se former à des dizaines, des centaines de types d'écriture pour pouvoir être opérationnel. Et je vous ai dit aussi que quelquefois les écritures étaient illisibles. Je voudrais vous montrer cet exemple. Vous voyez, 4 lignes, on a l'impression d'une espèce de zigzag. Eh bien, tout à fait sans signification. Eh bien non, en fait, ça a un sens. Et simplement, il faut presque savoir d'avance
ce qui peut être écrit pour pouvoir le comprendre. C'est comme un peu aujourd'hui une ordonnance de médecin, hein. Vous êtes le patient, vous essayez de la lire, vous n'y arrivez pas. Par contre, le pharmacien, lui, pourra la lire. Et puis, autre problème, ce sont les abréviations qui truffent les textes, surtout à certaines époques. Je vous ai mis un exemple. Ce qui est en rouge, c'est ce qui est écrit, et tout ce qui est en noir, entre parenthèses, c'est ce qui n'est pas écrit. C'est ce qui est sous-entendu, ce qui est abrégé. Et vous voyez qu'il y a énormément, presque chaque mot est abrégé, et ça peut quelquefois poser des problèmes de compréhension. Alors, une fois parvenu à lire les textes, le papyrologue doit les comprendre, doit les interpréter, en essayant évidemment de montrer leur intérêt. Mais justement, qu'y a-t-il dans les papyrus? Alors, intéressons-nous justement aux différents types de textes qu'ils contiennent. Du point de vue de leur contenu, en fait, il y a deux types de papyrus, et donc, par conséquent, deux types de papyrologie. Vous avez d'un côté les papyrus littéraires, c'est-à-dire les livres de l'Antiquité, hein, qui nous conservent, les auteurs grecs, les auteurs latins qui étaient lus par les anciens. Et son corpus actuellement est à peu près 10 000 textes connus et publiés. Vous voyez que c'est une branche de la papyrologie qui se rattache à ce qu'on appelle la philologie, hein, la science des textes, ou à l'histoire de la littérature. Alors, il faut savoir que les textes grecs que nous lisons actuellement, par exemple dans un budé, sont le résultat d'une longue transmission qui part de l'édition ancienne du texte jusqu'à nos jours. Dans l'Antiquité, qui ne connaissait pas l'imprimerie, et donc la reproduction et la diffusion à grande échelle d'un texte, la seule façon pour qu'un texte se répande était qu'il soit copié, recopié à l'infini. Quand l'auteur n'était plus en vogue, évidemment, on cessait de recopier petit à petit cet auteur, et donc les exemplaires de cet auteur finissaient par disparaître. Et lorsque, à l'époque médiévale, on transcrit sur parchemin les anciens papyrus pour conserver la littérature ancienne, l'œuvre en question, quelquefois, n'est plus disponible. Même, je dirais, souvent, n'est plus disponible. La chaîne, vous voyez, de transmission du texte se trouve interrompue. C'est ainsi que des pans entiers de la littérature antique ont sombré. Et lorsque les savants, à partir du XVe siècle, ont commencé à s'intéresser à nouveau à l'Antiquité, hein, la Renaissance, ils n'avaient à leur disposition que les manuscrits que les moines du Moyen-Âge avaient recopiés selon leur centre d'intérêt, dans un corpus lui-même très diminué et amputé de pans entiers qui avaient disparu. Mais, justement, grâce aux découvertes papyrologiques, renaît l'espoir de redécouvrir ces auteurs qui ont été censurés par l'histoire, qui ont été défaits par les modes, en sautant par-dessus ces siècles où se sont opérées ces sélections pour revenir aux témoins, aux papyrus témoins d'une période où la littérature grecque était lue dans sa presque intégralité. Alors, c'est un de ces cas que je voudrais vous montrer. La dernière découverte un peu sensationnelle qui s'est faite dans le domaine de la papyrologie littéraire, c'est ce qu'on appelle le papyrus d'Artémidore. Vous avez une image d'ensemble de ce papyrus, c'est un rouleau de 2,50 m de long qui a littéralement ressuscité le géographe Artémidore d'Éphèse, hein, qui vivait à la fin du IIe siècle et au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, et dont l'œuvre a été complètement perdue, à l'exception de quelques citations chez des auteurs qui, eux, ont été conservés. Ce papyrus, voilà un papyrus vu plus près, dont la copie date du temps d'Auguste, conserve la partie consacrée à l'Espagne, hein, de ce traité de géographie d'Artémidore. Et plus extraordinaire encore, il est accompagné d'une carte géographique. C'est la plus ancienne carte géographique connue, hein, dans le monde gréco-romain. Il semble, pour une raison ou pour une autre, que la copie de ce livre ait été à un certain moment interrompue, n'ait jamais été terminée, et ce rouleau de papyrus a connu ensuite 2 phases successives où il a été réutilisé comme brouillon pour des dessins de très haute qualité. Regardez par exemple ici ce profil d'homme barbu. Alors on y trouve d'autres parties du corps humain, des mains, des pieds, etc., ainsi que sur le verso
des monstres. Alors, comme c'est une pièce unique, eh bien, certains n'ont pas voulu croire à son authenticité. Il y a eu une polémique sanglante qui a été relayée dans la presse, mais je vous garantis qu'en fait, ce papyrus que j'ai pu voir de visu est un papyrus absolument authentique. Alors, ça, c'est la papyrologie littéraire. Vous avez une deuxième catégorie de papyrus, bien, ce sont les papyrus documentaires qui étudient les textes de la vie de tous les jours, aussi bien publics que privés. Alors, c'est une papyrologie qui résonne actuellement sur un corpus de plus de 60 000 papyrus, enfin textes, dans la mesure où ces documents concernent le quotidien familial, professionnel, religieux, administratif d'un individu, ben, cette branche de la papyrologie, disons, est du ressort de l'histoire. Alors, je voudrais vous citer un cas exceptionnel qui illustre ce type de papyrologie. C'est le papyrus que vous avez à l'écran. Il conserve le texte d'une ordonnance royale accordant des exemptions et des privilèges à un certain Publius Canidus Crassus, qui est un personnage historique bien connu, comme ayant été un des plus importants généraux de Marc-Antoine et ayant commandé son armée de terre pendant la fameuse bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ. Alors, le nom du souverain qui octroie ces privilèges n'est pas spécifié dans le papyrus, mais le contexte oblige à y voir Cléopâtre VII, c'est-à-dire Cléopâtre la Grande. Et donc, il résulte de cela que le mot qui se trouve tout à la fin, Ginesto, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi, une sorte de marque de signature, on va dire, qui est écrit dans une main légèrement différente ou légèrement plus petite, ne peut être que de Cléopâtre elle-même. On a ainsi un des rares autographes de souverain, et pas n'importe quel souverain, puisque c'est une reine très connue, de l'Antiquité. Mais on a surtout un texte d'un grand intérêt historique, puisqu'il éclaire la politique de Cléopâtre vis-à-vis de la classe dirigeante romaine, contractant des alliances, ici avec un personnage important, en lui concédant des privilèges, et qui semble confirmer les allégations de Plutarque, selon lesquelles Publius Canidus Crassus avait été suspecté à Rome d'avoir été corrompu par Cléopâtre pour qu'il convainque justement Marc-Antoine de garder Cléopâtre avec lui avant la bataille d'Actium, et ce seraient peut-être ces privilèges dont nous parle ce papyrus. Vous voyez, donc, on a affaire ici à un papyrus exceptionnel où souffle, où passe le souffle de la grande histoire. Alors, c'est un cas, je le répète, unique ou exceptionnel. Le lot du papyrologue est habituellement l'étude de papyrus au contenu beaucoup plus banal et beaucoup plus répétitif. Par exemple, des lettres, des contrats, n'importe quel type de contrat, de vente, de location, etc. Des reçus d'impôts. On a beaucoup de reçus d'impôts car les impôts, c'était capital. On parle toujours d'impôts dans les papyrus. On a aussi des milliers de listes, que ce soit des listes de courses, des listes de bétail, des listes de versements d'argent, etc. On a aussi des exercices scolaires, notamment sur des tablettes de bois, je vous l'ai déjà dit. Vous avez ici, par exemple, le maître d'école qui a écrit quelque chose en haut d'une jolie main, et puis vous avez dessous l'écolier qui a essayé tant bien que mal de reproduire ce qu'il avait écrit. Vous avez des recettes médicales comme celle-ci à l'écran. Et je pourrais continuer longtemps l'énumération, tant toutes les formes d'écrit sont représentées dans les papyrus. Et justement, alors je vous ai dit que c'était des documents souvent répétitifs, plus banals, mais c'est justement cette banalité, cette répétitivité qui rendent ces textes intéressants, car ils nous permettent par leur nombre, par le fait qu'ils ne concernent pas qu'une élite, mais l'ensemble de la population, d'éclairer le quotidien des gens, de saisir des phénomènes de fond et de préciser des tendances à l'œuvre dans la société à une certaine époque ou à un certain endroit. Vous voyez donc, la papyrologie, en fait, est une discipline qui, non seulement par les incessantes découvertes de nouveaux papyrus, ne cesse
d'apporter des données nouvelles qui enrichissent notre connaissance de l'Antiquité, mais surtout, c'est une discipline qui éclaire une Antiquité qui, loin de se résumer à quelques figures illustres aux grands événements de l'histoire, est aussi pétrie de l'humanité des petits, de cette masse d'acteurs auxquels les inscriptions, auxquels les auteurs antiques ne donnent jamais la parole et qui reprennent vie, d'une certaine façon, à travers nos papyrus. Et c'est un petit peu mon rôle, le rôle du papyrologue, de faire redécouvrir, à travers des textes qui peuvent parfois n'apparaître que comme des débris insignifiants ou des textes sans intérêt, l'histoire de ces gens qui, à leur façon, ont aussi fait l'histoire. Et vous voyez du coup que le papyrologue ne mérite pas les insultes qu'on a pu dire sur son compte. Voilà, brossé en quelques minutes le métier du papyrologue et ce que vous pouvez trouver dans les papyrus. Donc, il nous reste une vingtaine de minutes pour échanger. On va également voir s'il y a des questions sur le chat. Juste pour commencer, peut-être, vous avez dit en introduction que la papyrologie était un métier assez rare. Quelles sont aujourd'hui les filières pour devenir papyrologue et en quoi c'est un métier d'avenir? Alors, vous l'avez dit un petit peu, mais est-ce qu'on peut insister là-dessus? Alors, les filières, je peux vous parler par exemple de mon parcours. Il se trouve que je me suis intéressé très très jeune à l'Égypte. Je voulais devenir égyptologue et puis à l'école, au collège, j'ai fait du grec. Et je me suis pris de passion pour le grec. Et donc, du coup, ensuite, j'ai ensuite fait une cagne et une hypocagne en lettres classiques, ensuite des études de lettres classiques. Mais j'ai essayé, au moment où on commence à faire de la recherche, c'est-à-dire maintenant au niveau master, j'ai essayé de trouver un sujet qui combine à la fois l'Égypte et le grec. Et je me suis rendu compte que si je voulais ne pas toujours rabâcher les mêmes choses et travailler toujours sur les mêmes auteurs ou les mêmes textes, il fallait que je me tourne du côté des papyrus parce que là, il y avait une manne, disons, de textes qui se renouvellent sans cesse grâce à ces découvertes dont j'ai parlé. Donc, vous avez plusieurs façons. Ça peut être par le biais donc, du latin et du grec, donc faire des études de lettres classiques, mais vous avez aussi des gens qui se spécialisent en histoire antique, et qui ensuite font de la papyrologie, mais en ayant toujours une bonne connaissance du grec, parce que, en tout cas, si vous souhaitez vous coltiner aux textes antiques, lire les papyrus, il faut avoir effectivement une bonne connaissance du grec. Et donc en France, aujourd'hui, il y a 2 instituts de papyrologie. Voilà, alors en France, il y a 2 instituts de papyrologie et il y a 4 enseignements de papyrologie, 3 à Paris, et un à Strasbourg. Voilà. Et donc, en quoi c'est un métier d'avenir? Alors, c'est un métier d'avenir. C'est difficile de parler de métier d'avenir. Tout le monde vous dira mon métier est un métier d'avenir. En fait, c'est tout simplement que c'est un métier où on continue à faire des découvertes. Voilà. On continue à faire des découvertes. Chaque fouille archéologique met au jour de nouveaux papyrus. Donc, si vous voulez, c'est une discipline dont la capacité de renouvellement est immense. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, et c'est ce que j'ai essayé de montrer à la fin de ma petite présentation, c'est que les gens qui s'intéressent à l'histoire ancienne n'ont pas attendu la papyrologie. Je vous ai dit 15e, 16e, 17e siècle. Déjà, à travers l'archéologie, à travers l'étude des textes, on s'est intéressé à l'Antiquité, mais les papyrus nous aident à porter un regard légèrement différent de ceux qu'on peut avoir avec d'autres types de sources, parce qu'en fait, les papyrus ne concernent pas simplement une élite, mais concernent l'ensemble de la société, et on va dire majoritairement des gens qui sont plutôt les couches moyennes ou basses de la société. Et donc, on a une appréhension des problématiques qui est un petit peu différente, comme diraient les Anglais maintenant, un peu bottom-up, plutôt que venant du haut.
Et ça permet d'avoir un regard un petit peu différent sur l'Antiquité. Et donc, vous l'avez dit, il y a des centaines de milliers de papyrus qui sont dans les réserves, des Voilà. musées, des bibliothèques, et qui sont encore à Exactement, déchiffrer exactement. Ici à Paris, vous avez une collection à la Bibliothèque nationale de France, vous avez une collection au Louvre, vous avez une collection à la Sorbonne, vous avez une collection à l'École pratique des hautes études, à Strasbourg, vous avez la plus importante collection de papyrus, vous en avez dans quasiment tous les musées de France. Et donc, on pourrait croire que ces papyrus, qui souvent sont arrivés il y a un siècle ou deux, sont déjà déchiffrés, publiés, etc. Non, beaucoup sont encore inédits. Hein, et vous avez dans des collections comme à Oxford encore des centaines de milliers de papyrus qui dorment et qui attendent leur déchiffreur. Et alors justement, on va prendre une première question, une question de Jeanne. Donc, vous avez dit, vous avez mené des fouilles. Enfin, d'ailleurs, on pourra voir ensuite sur le lien de la masterclass une vidéo où on vous voit lors d'une fouille dans les années 90 trouver comme ça un papyrus. Et la question de Jeanne était de vous demander comment est-ce que vous faites pour dérouler les papyrus et les lire s'ils sont secs et risquent de se briser, comme vous l'avez montré dans Alors, c'est une bonne question et je conseille à Jeanne justement de regarder la petite vidéo qui sera mise en ligne parce qu'elle aura la solution. Alors, je vais quand même présenter rapidement le travail qu'on est amené à faire lorsqu'on travaille sur des papyrus trouvés en fouille. Effectivement, les papyrus sont complètement secs. Sont secs, et non seulement secs, mais aussi souvent complètement en touffe, enfin dans un état qui ne ressemble absolument pas à celui qu'ils avaient lorsqu'ils étaient encore utilisés. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est les humidifier petit à petit, de façon à pouvoir, ou un buvard, on utilise plutôt un buvard, et petit à petit, on les humidifie en faisant très attention que l'humidité ne porte pas atteinte à l'encre, mais en règle générale, les encres qui étaient utilisées étaient assez stables, et donc on déroule comme ça le papyrus, on remet les fibres qui ont pu être déchirées à leur place, et on arrive à reconstituer le document dans sa forme originale. Voilà. Ensuite, alors une autre question, une question de Fanny qui souhaiterait savoir quel est le document le plus passionnant que vous ayez eu à traduire. Ah, c'est une question difficile parce que c'est pas toujours le document le plus sensationnel qui est le plus passionnant. Alors, il se trouve que là, je rentre d'une mission archéologique qui a lieu chaque année à Luxor. Et là, j'ai vu un papyrus tout à fait extraordinaire. Alors, je commence à travailler sur ce papyrus, donc je ne pourrai pas vous en parler maintenant, mais c'est probablement un document, un texte qui comptera, disons, dans ma carrière de papyrologue. Mais peut-être que j'aurai l'occasion de revenir plus tard. C'est un papyrus, en fait, qui contient des textes de nature magique. Voilà. Mais j'ai beaucoup travaillé sur une archive qui a été découverte en 1905 de façon clandestine, qui appartenait à un monsieur du VIe siècle et qui a été complètement démembrée, dispersée au moment où elle a été découverte. Comme c'est une fouille clandestine, elle est passée par les mains de plusieurs marchands d'antiquités, et ensuite les musées ont acheté chacun des petits morceaux de cet ensemble. Oui, et vous expliquez que justement les gens les découpaient pour pouvoir les vendre à plusieurs... Exactement. Et donc c'est la plus belle archive pour l'époque qui est la mienne, c'est-à-dire la fin de l'Antiquité tardive, l'époque byzantine. C'est l'archive du VIe siècle, je l'ai dit, et qui contenait des centaines, voire peut-être même plus de 1000 papyrus. Et donc, je suis en train, une partie a été éditée, mais encore des centaines de papyrus sont encore inédits. Donc, je suis en train, avec une équipe, de travailler sur la reconstitution
de ces archives en essayant d'aller visiter toutes les collections possibles et inimaginables pour retrouver des fragments de ces archives, alors quelquefois pour reconstituer des documents comme je l'ai fait avec le papyrus d'Aristophane que je vous ai montré tout à l'heure. Et on est en train, et là ça vous montre un petit peu aussi comment travaille le papyrologue. Pour cela, on a des instruments maintenant numériques, on est rentré dans l'ère du numérique à fond en papyrologie. Tous nos textes publiés ont été mis en ligne, on peut faire des recherches sur l'ensemble du corpus. Beaucoup de musées ont maintenant mis leurs images, l'image de leur papyrus en ligne, ce qui permet, alors c'est moins distrayant, on fait moins de tourisme, mais par contre, on peut en quelques clics arriver à retrouver un papyrus qui se trouve à l'autre coin du globe. Et du coup, des bases existent communes entre les instituts de recherche. Tout à fait. Et de toute façon, c'est souvent un travail de réseau. Hein, quand on travaille sur certaines problématiques, on contacte des collègues, etc. Et donc, vous voyez, ce travail que je fais sur ces archives, il y a une partie philologique, parce qu'il y a une partie policière, premièrement. Je fais de l'archéologie muséale, c'est-à-dire je vais dans les musées et j'essaie de reconstituer ces archives. Ensuite, il faut les déchiffrer, donc il y a une partie philologique, c'est-à-dire je lis les textes, j'essaie de les interpréter, mais j'utilise aussi des outils numériques modernes, comme ces bases, et je fais moi-même, avec ces papyrus, une base. Je suis en train de mettre en place une nouvelle base qui va regrouper toutes ces centaines et ces centaines de documents et qui permettront aux papyrologues, aux historiens du monde entier de pouvoir interroger cette base sur des problématiques bien précises, etc. Et à travers cet ensemble, on peut aussi scruter des problématiques bien précises, des problématiques historiques, des problématiques littéraires, culturelles. Et donc, ça aboutit à des recherches plus monographiques ou plus thématiques. Donc, vous voyez, le papyrologue, il peut travailler sur des documents, mais ensuite, il peut travailler sur des ensembles de documents qui lui permettent ensuite de développer des problématiques, de mieux comprendre un problème et du coup, d'enrichir aussi notre connaissance du reste de l'Antiquité gréco-romaine, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que même si ces textes sont découverts en Égypte, c'est-à-dire aux marges de l'Empire, eh bien, ils documentent aussi les institutions, ils documentent la culture de l'Empire, d'un royaume hellénistique à l'époque des Ptolémées, et ensuite de l'Empire romain et byzantin plus tard. Donc, d'une certaine façon, la papyrologie apporte aussi aux autres disciplines de l'Antiquité. Alors, vous venez parler de l'importance du numérique, et il y a une autre question d'Anaël qui voulait savoir si l'intelligence artificielle était un outil que vous utilisiez déjà en papyrologie, ou bien est-ce que c'est un outil qui allait probablement être utilisé qui n'utilise pas l'intelligence artificielle maintenant. On est tous obligés de le faire. Alors, je dois vous dire qu'à titre personnel, je ne le fais pas, mais j'ai actuellement un collaborateur qui est ici assistant au Collège de France, qui est en train justement de mettre l'intelligence artificielle au service de la lecture des papyrus. C'est-à-dire qu'il essaye de voir comment l'intelligence artificielle permet de lire presque de façon automatique un texte et de combler les lacunes du papyrus. Et donc lui, il travaille sur ce sujet, et d'autres actuellement sont aussi en train de travailler. Il y a une émulation en ce moment dans le milieu papyrologique autour de la problématique de l'intelligence artificielle et de la lecture des papyrus. Alors, j'espère que ça ne viendra pas trop tôt, parce que je serai au chômage. Beaucoup d'entre nous. Voilà, bon. Il y a une autre question de Servan, justement sur cette question de la lecture et de l'interprétation des papyrus, qui voulait savoir s'il vous était déjà arrivé de vous tromper dans l'interprétation d'un papyrus. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand vous avez affaire à un papyrus qui est troué, dont vous n'avez par exemple que la moitié, comment faire? Eh bien, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle des restitutions. Et pour faire des restitutions, quand il s'agit d'un document, on va dire, banal, répétitif, formulaire, vous allez regarder les autres documents, ce qu'on appelle des parallèles, qui vont vous permettre de reconstituer. Mais les choses ne sont jamais aussi simples que ça. Le scribe peut très bien utiliser une formule un peu différente de celle qu'on utilise habituellement. Plus le document est formulaire, plus c'est facile de ne pas se tromper. Mais
plus le document, moins le document est formulaire, plus c'est difficile. Si vous prenez un poème, actuellement, d'un grand poète français, vous déchirez le poème en deux et vous demandez à quelqu'un d'essayer de reconstituer la fin des lignes, par exemple. Il n'y arrivera pas. Donc, vous voyez, tout dépend du niveau stylistique qui est utilisé dans un texte. Plus ce niveau est banal et répétitif, plus vous allez pouvoir, à l'aide des autres textes connus, restituer Alors, mais vous pouvez vous tromper. Il m'est arrivé de me tromper. C'est même amusant parce que... Comment on se trompe alors? Eh bien, justement, dans le cas dont je voulais vous parler, il se trouve que c'est un papyrus que j'ai édité un jour. Il manquait une partie et des années après, j'ai retrouvé l'autre partie. Bon. Et donc, j'ai pu voir les endroits où je m'étais trompé et ceux où je ne m'étais pas trompé. Je ne m'étais pas trompé tout le temps, mais je m'étais quelquefois trompé. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant et j'en ai fait l'objet d'un séminaire, puisque je suis, dirais, aussi professeur au Collège de France, mais je suis aussi directeur d'études à l'école pratique des hautes études, et j'ai proposé à mes auditeurs comme exercice justement de voir pourquoi m'étais-je trompé. Et c'est pas inintéressant d'un point de vue épistémologique ou méthodologique de voir dans quel cas on est amené à se tromper ou pas. Alors, la prochaine question est une question de Juliette. Je vais la lire parce qu'elle est un peu longue. Comment faites-vous pour apprendre à déchiffrer les papyrus? Plus précisément, vous parliez d'éclairer la vie quotidienne ou politique de l'époque, mais comment est-il possible d'interpréter des documents qui contiennent de nouvelles informations? C'est pas parce que c'est nouveau que c'est incompréhensible. Justement, un document peut apporter des informations nouvelles, tout à fait lisibles et interprétables, qui nous permettent, disons, de changer le regard qu'on avait sur telle ou telle problématique. Donc c'est comme ça que la science avance. C'est par ces nouveaux textes qui viennent bouleverser un petit peu nos certitudes ou tout simplement qui viennent combler des lacunes que nous avions dans tel ou tel domaine. Donc, la nouveauté n'est pas antithétique, disons, de la capacité qu'on a de pouvoir interpréter cette nouveauté. Et du coup, il y a régulièrement des colloques justement pour brainstormer, pour échanger des hypothèses, Alors, nous avons une sorte de grande messe que nous organisons tous les 4 ans. C'est-à-dire, nous faisons des congrès de papyrologie qui réunissent, des congrès internationaux de papyrologie qui réunissent dans des grandes villes européennes ou américaines, ou même au Caire, toute la communauté papyrologique. J'ai eu le plaisir d'organiser le dernier congrès de papyrologie ici il y a 2 ans, et on était presque 400. Oui. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Et toutes générations confondues? Oui, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Il y a vraiment toutes les générations sont là, et on va dire toutes les sensibilités. C'est-à-dire, vous avez des gens qui travaillent qui sont plutôt des éditeurs de textes, d'autres qui sont plutôt des historiens qui utilisent les éditions que font les éditeurs de textes, d'autres qui sont juste des personnes s'intéressant à tel ou tel problème dans l'Antiquité qui viennent écouter les papyrologues, donc, ou qui eux-mêmes contribuent au débat d'idées en apportant leur expertise dans tel ou tel domaine. Donc vous avez une multitude de personnes et de profils, et ce qui est réjouissant, c'est de voir que malgré l'appauvrissement, enfin la raréfaction des postes et des situations pérennes, malgré la fermeture de chaires de lettres classiques, de latin ou de grec, eh bien, malgré tout, il y a toujours autant de jeunes. Ça, c'est très réconfortant. Et en plus, les jeunes nous apportent aussi, par exemple pour l'intelligence artificielle, c'est souvent les jeunes qui nous poussent à nous intéresser à ce type d'approche. On va peut-être prendre une dernière question. Alors, juste pour vous dire que l'ensemble des messages sur le chat vous remercie infiniment pour la clarté de votre exposé et sa richesse. Et donc, la Zoé voudrait savoir de quelle matière étaient composées les encres utilisées sur les papyrus en majorité.
Alors, il y a plusieurs types d'encre. L'encre qui a été utilisée pendant très longtemps est une encre faite à base de charbon, liée avec de la gomme arabique. Donc, on appelle ça les encres carboniques. Et puis, on a un petit peu plus tard d'autres types d'encres qui ont fait leur apparition. Ce sont des encres métallo-galliques avec de la noix de Galles et des métaux. C'est des encres légèrement plus brunes et qui étaient... voilà. Alors, il y a, puisque vous parliez tout à l'heure de ce qui se dit dans les congrès, il y a eu au congrès de Paris plusieurs personnes qui ont parlé des encres. C'est devenu un sujet d'étude. On s'intéresse beaucoup, on fait des analyses physico-chimiques des encres pour savoir quelles étaient les encres utilisées à telle période, est-ce qu'on a des changements d'encre selon les endroits, etc. Et donc, c'est un sujet qui est actuellement très à la mode, comme d'ailleurs tous les sujets qui intéressent la matérialité de l'écrit antique. Hein. Si je pouvais résumer très rapidement un peu l'histoire de la philologie, pendant des siècles, on s'est intéressé au contenu des textes, et puis avec les papyrus, puisqu'on a des originaux écrits par les auteurs anciens ou par les hommes de l'Antiquité, eh bien, on s'intéresse du coup à leur matérialité parce que ça permet de voir comment les anciens écrivaient, sur quel type de support, en utilisant quel type d'instrument. Et on reconstitue ainsi les modes d'écriture, de production de l'écrit antique. Et c'est une des choses qui est très, très étudiée en ce moment. Et alors, la toute dernière question de Stéphanie, qui fait partie de notre équipe et qui est bretonne, et qui voulait revenir sur le miracle de conservation du papyrus qui a été retrouvé dans le Morbihan. Ah, mais c'est un véritable miracle. C'est un véritable miracle. On a trouvé dans les années 70... au début des années 80, je ne me souviens plus, on a retrouvé à Manévechem, dans le Morbihan, une villa gallo-romaine, on a retrouvé un petit pot avec des monnaies qui étaient enveloppées dans une feuille de papyrus écrite en latin. C'est un miracle parce que je sache, je vous ai dit que pour qu'un papyrus soit conservé, il fallait qu'on soit en milieu très très sec. Je sache, la Bretagne ne fait pas partie des endroits les plus secs. Je ne voudrais pas offenser les auditeurs bretons ou les spectateurs bretons qui sont en train de nous le regarder, mais c'est un fait que c'est miraculeux, on ne comprend pas comment. Alors, est-ce que c'était parce qu'il y a une réaction chimique avec les pièces de monnaie qui étaient dans ce vase et qui a pu... Bon, toujours est-il, alors, on a retrouvé ce papyrus qui est quand même en mauvais état, hein, mais on a quand même réussi à lire des bribes, et c'est actuellement le papyrus qui a été trouvé le plus à l'ouest. Sachant que le papyrus qui a été trouvé le plus à l'est, eh bien, c'est un papyrus trouvé en Afghanistan, dont on trouvait dans les années 70, et dont, quand on l'a retrouvé, le papyrus avait disparu, mais par contre, il avait laissé l'encre sur une motte de terre, et donc, on a pris la motte, on l'a photographiée, on a inversé l'image, et on avait probablement un extrait d'un livre qu'on pense être maintenant un livre de Genèse d'Aristote perdu. Incroyable. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez l'ambitus de la papyrologie, hein, le plus à l'ouest, c'est la Bretagne, le plus à l'est, c'est l'Afghanistan, et puis évidemment, surtout le point le plus central, évidemment, du point de vue du nombre de papyrus, c'est l'Égypte, et de plus en plus, depuis quelques décennies, l'ensemble du Proche-Orient, on a fait beaucoup de découvertes en Jordanie, en Israël, etc., en Syrie. Donc, beaucoup de découvertes à venir. On arrive à la fin de cette masterclass. Merci beaucoup à tous de l'avoir suivi. Si vous avez envie de poursuivre, on vous invite à venir au Collège de France suivre l'enseignement de M. Fournet. Vous pouvez évidemment retrouver d'autres masterclass sur le site d'Arte Campus, vous inscrire à la newsletter pour avoir la suite du programme. Et puis, on vous rappelle aussi que le Collège de France est un enseignement libre et accessible à tous, hein, sans besoin ni de s'inscrire ni de diplôme. Donc, vous êtes tout à fait les bienvenus dans cette institution. Si je peux rajouter une chose, mon cours sera consacré cette année aux écoles, voilà, aux écoles dans l'Antiquité tardive à travers les papyrus. Alors, bienvenue. Voilà. À très bientôt. Merci encore de nous avoir suivis. Merci infiniment. Merci.